La présence du sel en Moselle est attestée depuis des millénaires. Son extraction est à l'origine d'une richesse inépuisable pour une zone géographique très précise, le Saulnois. Les paysages de ce territoire sont marqués par le temps. Ils trahissent encore la présence des mares salées qui ont donné son nom à Marsal. Le sel représente aujourd'hui une denrée si quotidienne qu'on ne le voit même plus. Pourtant, nos ancêtres y voyaient un enjeu considérable. Je voudrais vous faire partager le voyage dans le temps que m'a offert Marsal et vous raconter la merveilleuse histoire du sel. Mais commençons par le commencement. J'avais réalisé à la fin de mes études un court-métrage aux abords du village de Tarquimpol en Moselle. Me baladant pour mes repérages, j'avais été frappé par l'aspect presque maritime du Saulnois. J'avais notamment été surpris par la présence de la salicorne, cette plante dite halophile, littéralement qui aime le sel. Comment expliquer la présence de cette plante si loin de la mer ? Comment était-elle arrivée là ? C'est des endroits où il y a une végétation particulière qui pousse, où il y a des plantes qui ne se trouvent qu'en bord de mer, comme la fameuse salicorne, ou un type spécial de jonc. Le sel qu'on extrait en Lorraine, c'est du sel gemme, c'est-à-dire c'est de la roche de sel qui s'est formée il y a plus de 200 millions d'années, à une époque géologique qu'on appelle le Trias. Donc c'était le fond de lagunes qui sont remplis de sel et qui ont fini par former des bancs qui aujourd'hui sont à peu près à 150 mètres de profondeur et qui s'étendent jusque dans le Jura. La particularité dans le Saulnois, c'est que ce gisement salifère, il affleure pratiquement, puisque à Dieuze ou à Marsal, on retrouve la couche de sel environ à 40 mètres sous nos pieds. Donc avec les infiltrations d'eau qui rentrent dans les failles, le toit du sel, le sommet de la couche de sel se dissout, ça forme de la saumure, donc de l'eau saturée en sel, qui remonte ensuite et qui forme des sources salées. Ce phénomène de marsalé, il est vraiment hyper localisé dans la vallée supérieure de la Seille. Donc, en gros, entre Dieuze et Burtecourt, c'est-à-dire sur une dizaine de kilomètres. C'est des endroits qui ont été repérés de tout de suite parce que ça forme des anomalies dans le paysage. Ça attire les oiseaux, ça attire les herbivores. Donc sans doute déjà au Paléolithique, par exemple, les troupeaux de bisons, les troupeaux de rennes venaient certainement lécher les sources salées. Donc c'est probablement des endroits qui sont connus depuis qu'il y a de l'occupation humaine dans la région. Les premières traces d'exploitation du sel à Marsal apparaissent durant l'âge du fer, une période que les historiens datent à partir de l'an 800 avant notre ère. Marsal et sa région étaient alors occupés par un peuple antique et mystérieux, les Celtes. Les Celtes forment la première grande culture à l'échelle du continent européen. D'origines différentes et soumis à différents régimes politiques, ils partageaient les mêmes modes de vie sur un territoire qui s'étendait de l'Ukraine aux îles britanniques. Mais en fait, jusqu'à l'invention des techniques de réfrigération, le frigo, le congélateur, c'est le moyen idéal de conserver les aliments. Et puis il y a un autre avantage qui est formidable, c'est que ma bande de paysans, d'artisans qui est autour de moi possesseurs de sel, ils ont l'habitude, le sel est abondant et disponible, mais à 150 km, ils se damneraient pour obtenir mon sel. Donc plus ça va être loin, et plus le sel va avoir de la valeur. Et ça, on peut le voir dans les vestiges qu'on a découverts à Marsal. On voit qu'ils échangent, ils s'approvisionnent par des échanges à base de sel dans un rayon d'environ 100 km. Et quand vous regardez les éléments de parure, c'est beaucoup plus lointain. On a de l'or. Les analyses ont montré que c'était de l'or alluvial, donc c'est au minimum de l'or du Rhin. Et donc on voit que, vous voyez, le sel, il sert à faire venir de très très loin des produits de très très haute valeur. En fait, on a visiblement toute une série de petits propriétaires qui exploitent le sel pour eux et qui deviennent riches. Alors comment on le sait ? Parce qu'on a trouvé leur tombe, et dans leur tombe, on a justement de l'ambre, de l'or, du corail, des choses comme ça. On assiste donc à l'apparition d'une caste aristocratique aux richesses fabuleuses. Les trésors retrouvés à la frontière franco-allemande dans la dernière demeure de la princesse de Rheinheim sont la preuve de la formidable influence qu'exercent les puissants qui dominent le commerce du sel.
Les salines de Marsal continuèrent d'être exploitées jusqu'au début de notre ère. En 52 avant Jésus-Christ, Jules César défait Vercingétorix et conquiert les Gaules. Ainsi commence le processus de romanisation du Saulnois. Après la conquête, la cité de médiamatrice, c'est ce qu'on appelle une cité stipendiaire, c'est-à-dire qu'elle doit payer l'impôt. Et donc, on exploite les provinces comme ça. Et donc, une cité, en fait, c'est un chef-lieu et son territoire. Hein. Donc, le chef-lieu, Divodurum Mediomatricorum, et puis le territoire, voilà, qui allait grosso modo de la Meuse jusque dans le nord de l'Alsace. Et puis, Marsal, grosso modo, était dans la partie méridionale de cette cité, pas très loin donc de la cité voisine, qui était celle des Leuques. Quand on regarde autour de Marsal, on a des villas avec, dans un cadre absolument opulent. La villa de Reinheim constituait un bon exemple. Dominée par une ancienne famille gauloise romanisée, elle présidait aux destinées des habitants de la petite ville de Blisbruck. Cette merveille de perspective était nommée la Pars Rustica. Il s'agissait d'une exploitation agricole de haute valeur. Cette partie agricole jouxtait un jardin d'apparat magnifique. Des marchands de toute la cité venaient commercer sur ces terres. Pour pouvoir s'enrichir, il leur fallait d'abord complaire au seigneur qui tirait son pouvoir des rentes foncières et du commerce sur ces terres. Oh, grâce on soit rendu à Septime Sévère, notre empereur. Te voilà enfin arrivé, Amicus. Tu as vu? Regarde la splendeur de la villa de Pons-Blessensis. Elle détient son immense richesse grâce au commerce du sel. Oui. Le fleuron de l'économie de la cité des Médiomatriques. Mais crois-tu que je sois digne de me présenter devant le sénateur de la curie d'Ivo-de-Rome? Ce n'est pas le moment de changer d'avis. Ah, ça y est. Lucius Tocus Maternus, notre décurion, a enfin posé les yeux sur nous. C'est à notre tour, viens. Va déposer à ses pieds ton présent de vin et d'olive. Allez, vas-y, va. Va. Peut-être bien auras-tu l'occasion de commercer enfin avec notre belle cité. Les documents archéologiques ne nous permettent pas d'établir de certitude sur l'exploitation du sel pendant l'époque romaine. Cependant, la technique d'extraction avait évolué. Pour remplacer le briquetage, les Romains auraient introduit ce qu'on appelle les poêles à sel. Une des dernières poêles à sel existantes est exposée dans les salines de Salins-les-Bains, en Franche-Comté. Le fonctionnement de ces installations avait perduré depuis l'époque romaine. Les premières sources écrites qui font mention des salines du Saulnois, et plus précisément de celles de Marsal, datent du 7e siècle. À l'époque mérovingienne, c'est-à-dire après la fin de l'Empire romain, on a c'est des particuliers qui sont souvent nobles, des petits seigneurs qui possèdent les salines. Et puis, à partir du moment où l'Église catholique va se développer, on va voir qu'à partir du XIIe, XIIIe siècle, ça va être les évêques de Metz qui vont posséder les salines et qui vont se trouver en rivalité avec les seigneurs lorrains. Effectivement, l'exploitation du sel, elle a une importance capitale, hein, parce que à partir du début du Moyen-Âge, on va y appliquer la fiscalité. À partir de 8 ans, tout le monde était obligé d'acheter plusieurs kilos de sel chaque année. L'impôt sur le sel, la gabelle n'était pas le même dans toutes les régions. La quantité de sel que devait acheter chaque personne n'était pas la même dans toutes les régions. Donc, encore une fois, c'est vraiment pour rapporter le plus possible à l'État. L'enjeu de pouvoir que représentait le sel au sein du duché de Lorraine, alors indépendant, était donc à l'origine des luttes armées qui favorisèrent la construction des fortifications autour des villes du Saulnois, comme Vic-sur-Seille et Marsal. Début du XIIIe siècle, les évêques de Metz, conscients de l'intérêt à la fois économique et financier des salines, ont progressivement acquis, racheté aux très nombreux propriétaires de l'époque l'ensemble des salines de Marsal, de Moyen-Vic, de Vic-sur-Seille. À partir de là, ils ont pu renforcer leurs finances et en particulier au moment où les évêques de Metz ont entrepris la construction de la nouvelle cathédrale gothique. Tout cela coûte beaucoup d'argent et les salines sont d'un excellent rapport.
exemple, le village de Marsal donc, était aux mains des ducs de Lorraine, en particulier un duc de Lorraine qui s'appelait Ferry III. Là, on est en 1250 environ. Hein. Et à partir de ce moment-là, il va faire une donation de la saline d'une manière temporaire, hein, puisque la saline de Marsal passera entre différentes mains au cours des siècles. Béni soit ce jour entre tous. Soyez votre grâce le bienvenu en cette église. Oui, c'est bon. Les documents sont-ils apprêtés? Évidemment, ratifiés, en bonne et due forme, et sous le ministère de notre Seigneur. Oui, c'est ça. La vallée de la Seille et le duché de Lorraine possédaient donc un enjeu stratégique énorme qui reposait sur la domination des salines. À la fin du XVIe siècle, le roi de France, attiré par cette manne financière, tentait de s'immiscer dans la politique locale, prenant le parti des évêchés. En 1618, la guerre de 30 ans éclate dans le Saint-Empire romain germanique. Ravageant l'Europe, les intrigues politiques amènent la guerre et la destruction dans le duché de Lorraine, situé comme il est entre le royaume de France et l'Empire. Les suites de la guerre de 30 ans et leur cortège de misère scellèrent alors le sort du duché de Lorraine. Les volontés d'expansion vers l'Est de Louis XIV, arrivé au pouvoir en 1643, finirent d'opérer l'intégration progressive du duché au royaume de France. Marsal étant revenu pour un court moment dans le giron des ducs de Lorraine, le monarque absolu décide une fois pour toutes de s'emparer de cette porte de France. Le 2 septembre 1663, au terme d'un siège de 2 semaines, le marquis d'Haraucourt remettait sans combattre les clés de la ville au roi, marquant l'entrée de Marsal dans le royaume de France. L'entrée de Marsal dans le royaume de France allait marquer la fin de l'exploitation de ces salines. Combien de régions françaises peuvent-elles se targuer d'avoir un patrimoine encore visible aujourd'hui qui remonte à 5000 ans? La réouverture du musée de Marsal, ça va permettre de faire connaître cette histoire extraordinaire du sel et puis cette exploitation incroyable qu'a connue le sel depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. En fait, le musée de Marsal est important parce que c'est non seulement un musée de site, mais c'est un musée sur l'histoire de la production du sel et puis son impact sur la société et l'environnement. Ressources inépuisables. Cadeau des dieux des anciens Celtes. Industrie proto-historique. Enjeux de pouvoir et de domination, déchaînant les passions et les guerres. Principal revenu des puissants, le sel avait marqué le destin des hommes depuis la nuit des temps. La réouverture du musée de l'or blanc représentait bien plus qu'un simple intérêt touristique. Ce musée, ceint dans son écrin de verdure, montrait d'une manière exemplaire que la Moselle condensait sur son territoire l'histoire de l'humanité.